Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les promotions impériales, 1864 à 1869. Les promotions impériales, 1864 à 1869. L'emploi d'élèves commissaires n'a point d'assimilation militaire, mais si l'on considère l'uniforme que ces employés sont autorisés à porter, la solde qui leur est allouée, la composition du conseil de guerre appelé à les juger, on peut dire qu'ils ont une situation équivalente au grade d'aspirants de première classe. Toutefois, ils ne sont qu'employés civils. Pierre Fournier et Charles Neveu, Traité d'administration de la marine, Berger-Levrault, 1885. À l'heure où le cours d'administration s'ouvrait aux commis de marine et aux lauréats des facultés de droit, tentons d'imaginer la diversité de leurs motivations. Les premiers s'inscrivaient dans la suite logique d'une ascension qui ferait d'eux des commissaires de la marine. Les autres pouvaient être séduits par la perspective d'accéder à d'éminentes responsabilités dans une institution prestigieuse. Sous l'Ancien Régime, la marine avait compté de grands administrateurs et en cette fin du Second Empire, leurs héritiers étaient encore omniprésents dans un ministère aux innombrables prolongements. Dans la Revue historique des armées, Jean-Philippe Zanco a décrit ce qu'était l'empire de la rue royale. Si la marine avait perdu sous la Révolution ses attributions diplomatiques et une partie des attributions commerciales et financières qui lui étaient confiées depuis Colbert, elle n'en demeurait pas moins dotée de compétences plus vastes que n'importe quel autre département. L'examen des chapitres du budget donne un aperçu de la variété de ses domaines d'action, militaires et maritimes bien sûr, mais aussi financiers, administration de la Caisse des Invalides, judiciaire, cours de justice et tribunaux maritimes, agricole et commercial, pêche, pisciculture, ostréiculture, industrielle et technique, gestion des forges et d'usines spéciales, aménagement des structures portuaires. Au-delà des mers encore, le département de la marine étend quasi souverainement son administration sur toutes les terres colonisées à l'exception de l'Algérie, gérant tout ce qui touche aussi bien la défense que le trésor public, les douanes, la sécurité publique, l'immigration, la santé et la salubrité, les cultes, la justice, l'entretien des édifices publics, l'état civil, la mise en valeur des terres, les travaux publics, etc. Devenir commissaire, c'était accéder dans tous ces domaines à des fonctions prestigieuses. Il y avait encore peu, le commissaire général Jubelin n'avait-il pas gouverné le Sénégal, puis la Guadeloupe avant de devenir sous-secrétaire d'État pour les colonies. D'autres, parvenus au sommet du corps, occupaient encore les postes enviés de directeur de la comptabilité générale, une des grandes directions du ministère, ou de directeur de la Caisse des Invalides. Dans les arsenaux, si elles étaient d'un autre niveau, les responsabilités n'étaient pas moindres, dès lors que les commissaires voyaient soumises à leur signature toutes les opérations ayant une incidence financière. À la tête des quartiers sur l'ensemble du littoral, ils étaient en charge du recrutement et de l'administration des populations maritimes. Dans chaque possession d'outre-mer, c'était encore eux qui dirigeaient l'administration civile et militaire et tenaient les clés du gouvernement local en qualité d'ordonnateur, le deuxième personnage de la colonie ou de contrôleur. Vouloir devenir commissaire de la marine, c'était donc bien autre chose que céder à l'appel magique d'un service d'intendance. Mais surtout, pour ces jeunes gens venus d'horizons divers, devenir commissaire c'était aussi pouvoir rêver au départ, à ces embarquements appelés à ponctuer une carrière. Jeune officier sur une frégate ou un aviso, un peu plus ancien sur un vaisseau, dans les états-majors de division navale ensuite et à la fin commissaire d'escadre. C'était là que leur qualité d'officier prendrait toute sa signification. Pour ces jeunes gens, qui allaient rejoindre un corps dit assimilé, porteur de galons blancs et nantis d'appellations de grades particulières, les exemples du tribut payé au combat, aux fièvres et à la mer ne manquaient pas. Devant Sébastopol, en 1854, Michelin, le commissaire d'escadre n'avait-il pas été blessé aux côtés de son amiral sur la dunette du vaisseau Ville de Paris? Devant les Sanguinaires, l'année suivante, le sous-commissaire Lenoble n'avait-il pas disparu avec ceux de la Sémillante, voguant vers la Crimée? En 1859, devant Saïgon, le sous-commissaire de Beaulieu n'était-il pas tombé à la tête de ces hommes partis à l'assaut des lignes annamites? Et en 1862, il y avait 2 ans à peine, le commissaire adjoint Duval n'avait-il pas succombé à la fièvre jaune devant Veracruz? Au total,
Le corps des commissaires rassemblait ainsi en 1857 pas moins de 444 officiers, répartis entre 2 cadres d'emploi, formellement distingués dans l'annuaire de la marine depuis 1848, mais entre lesquels il demeurait possible de passer en cours de carrière. L'un conduisait aux embarquements et au service dans les arsenaux, tout d'abord, avec en alternance une centaine de postes dans les quartiers de l'inscription maritime, dont on disait qu'ils étaient moins porteurs que ceux occupés à proximité des amiraux. L'autre était destiné à pourvoir une cinquantaine d'emplois aux colonies entre les Antilles, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, le Sénégal, Bourbon et Mayotte, les établissements français de l'Inde et de l'Océanie. 1864. Éphéméride 1864. Sous l'impulsion du marquis de Chasseloup-Laubat, qui fut 7 ans son ministre, doté de séries homogènes qui lui avaient assuré pour un temps une avance technologique marquée sur sa rivale anglaise, la marine impériale était à son apogée. La machine à vapeur commençait à se généraliser, l'hélice était adoptée pour la propulsion avec le Napoléon, la ceinture blindée apparaissait sur les cuirassés avec la Gloire. Partout dans le monde, ces navires assuraient la protection des intérêts économiques et des ressortissants. Si les opérations s'éternisaient au Mexique depuis 3 ans, la progression se poursuivait ailleurs, en Cochinchine et au Cambodge, avec Charnay, Rigaud de Genouilly et La Grandière. Chronique du cours de législation et d'administration maritime. Le décret de 1863 n'avait dessiné qu'à très grandes lignes le cours que l'on avait décidé d'ouvrir à Brest. Celui-ci serait placé sous l'autorité du commissaire général qui, dans chaque port, centralisait les affaires administratives et régnait sur les détails, c'est-à-dire les services chargés des approvisionnements, des revues et armements, de l'inscription maritime et de l'hôpital, entre lesquels les élèves tourneraient chaque trimestre. À côté de ces stages pratiques, des cours théoriques devaient être mis en place pour couvrir le programme du concours d'aide-commissaire avec de l'anglais ou de l'espagnol. Des éléments de droit public et de droit administratif. Les parties des codes particulièrement applicables dans le service de la marine, code de procédure civile, code de commerce, code d'instruction criminelle et code pénal. La législation et les règlements concernant le service des arsenaux, le service administratif à bord des bâtiments de l'État et l'inscription maritime. La durée de la scolarité était fixée à 1 an pour les licenciés et à 3 ans pour les bacheliers ès-lettres. Par décision ministérielle du 16 décembre 1864, le cours fut confié au commissaire Aymin, 58 ans, 34 de service, secrétaire du commissaire général du port de Brest, Alfred Guichon de Grandpont. Les titres d'Eugène Aymin, le premier professeur, n'étaient pas minces. Mousse à 11 ans, devenu écrivain en 1821, il avait gravi tous les échelons. Son intelligence et ses qualités d'organisateur lui avaient valu d'être associé aux travaux de préparation et à la rédaction de l'ordonnance qui régentait depuis 1844 l'organisation des ports. Depuis la fin de 1862, il était officier de la Légion d'honneur. Mais ces titres n'étaient rien au regard de ceux de Guichon de Grandpont. Alfred, Éléonore, Napoléon, Philibert Guichon de Grandpont, fils d'un professeur de droit à la faculté de Dijon, avait fait partie de la petite phalange de licenciés en droit recrutés par concours entre 1824 et 1830. Plusieurs embarquements, en particulier lors de l'expédition d'Alger, un poste d'inspecteur au Sénégal, commissaire faisant fonction de contrôleur, à une époque où l'on n'était jamais tout à fait sûr de revenir vivant d'un séjour colonial, avait marqué sa carrière. Connu pour une grande intransigeance dans l'application des lois et règlements et n'hésitant pas à l'occasion à se heurter au commandement, ce qui lui avait valu son renvoi de Saint-Pierre et Miquelon, c'était un aristocrate familier des cercles de distinction et de mondanité. Brillant érudit, latiniste capable de traduire le Mare Liberum, le fameux traité de Grotius sur la liberté des mers, il menait en parallèle de sa carrière maritime une véritable activité d'écrivain et de poète. Pour lui, l'homme ne se concevait pas sans le respect de certaines valeurs, sans une certaine éducation et une certaine instruction. Avec lui, les élèves apprendraient que tout serviteur de la marine se devait d'être parfaitement consciencieux, actif, zélé et si possible, doué. Dans le propos préliminaire d'un petit ouvrage qu'il venait juste de faire éditer à Brest, pour rappeler un enseignement de son père sur le Code Napoléon,
Guichon de Grandpont confiait qu'il le publiait pour l'utilité de son fils, alors commis de marine, et des jeunes gens qui débutent comme lui dans la carrière du commissariat. Le commissaire général avait manifestement une haute idée des talents nécessaires pour exceller dans ladite carrière. Le manuel qu'il avait écrit sur les notions élémentaires de droit public et de droit administratif, destiné aux candidats au concours d'aide-commissaire, montrait bien qu'il avait déjà réfléchi au contenu de la formation à dispenser. Les nouveaux élèves commissaires furent sans doute accueillis à l'hôtel de l'intendant. À 2 pas de la porte Tourville, l'ancien hôtel d'Aché s'élevait dans la Grand-Rue, une artère populaire parallèle à la rue de Siam, fréquentée par les matelots, les ouvriers et les blanchisseuses, bordée de multiples tavernes. Bâti en 1690 et acheté par le roi en 1751, pour devenir la demeure des commandants de la marine jusqu'à leur installation rue de Siam, en 1777, il avait vu arriver les intendants 10 ans plus tard et désormais, le commissaire général du port y avait ses bureaux. C'était un bel immeuble, composé de 2 bâtiments. Le premier, avec son entrée particulière sur la rue, était l'ancienne chapelle de l'intendant construite en 1787. Surmontée d'une coupole, son intérieur gardait quelques vestiges de ses anciens ornements, avec des palmes vertes incrustées dans les lambris et réduites au rôle de salle d'honneur, était surtout utilisé pour les adjudications de marché. On pénétrait dans le deuxième bâtiment par une porte cochère fermée, ouvrant sur une cour carrée assez exiguë avec sur la droite, un bel escalier aux rampes de fer forgé qui conduisait au bureau du commissaire général. Imaginons alors Guichon de Grandpont s'adressant aux élèves réunis dans la chapelle, et introduire la première leçon de cette première promotion par ces quelques vers de son cru. Administrer n'est pas commander ni conduire. C'est prendre un soin constant des êtres et des choses. Penser en magistrat, régir en ménagère. Travailler comme un cerf, aimer comme une mère. De ses concitoyens, alléger les douleurs. Et du trésor public, écarter les voleurs. Chronique de la promotion. Aucun des 31 premiers élèves commissaires figurant à l'annuaire de la marine impériale n'arrivait directement de l'université. Tous entrés au service entre 1859 et 1863 dans des emplois administratifs subalternes, ils constituaient une promotion de transition mélangeant licenciés en droit et bacheliers ès-lettres. Le plus âgé avait 31 ans, le plus grand nombre entre 21 et 23 ans, le cadet 19 ans à peine. Leur vie à Brest fut marquée par 2 événements, qui se rattachent tous 2 à Guichon de Grandpont. Le premier mit en vedette son fils. Ce jeune commis de marine qui revenait du Mexique et préparait le concours d'aide-commissaire n'appartenait pas, bien qu'étant lui-même licencié en droit, à la petite troupe des élèves commissaires, mais il avait fait leur joie. L'affaire était survenue en janvier 1865 quand, à la suite d'une altercation dans une loge à l'Opéra, il avait défié en duel un officier du 15e de ligne. Avec l'assentiment des autorités militaires, le combat avait eu lieu dans la cour du château, et c'était le commis qui en était sorti vainqueur après avoir gravement blessé son adversaire. Le deuxième événement avait eu pour principal protagoniste le commissaire général en personne, quelques mois après qu'il ait présenté au pape, lors d'une audience privée au Vatican, la première des odes d'un chant qu'il avait écrit pour en faire l'hymne des marins, ainsi placé sous le signe de la croix. À ces strophes, Pie IX avait ajouté une antienne de bénédiction pour la mer et les marins. Après quoi, l'œuvre avait été orchestrée par le célèbre compositeur Franz Liszt qui vivait alors à Rome après avoir reçu les ordres mineurs. La première exécution publique des Gloria navales eut lieu en 1866 dans la chapelle de l'hôtel et nul doute que les jeunes élèves commissaires ne furent pas les derniers à s'y presser. Nous ne suivrons pas les destins de chacun de ces premiers élèves. Tout au plus peut-on rappeler la démission de Lelieur de Ville-sur-Acre, dès 1866, suivie par celle de Limon et de Well, en 1868, 3 départs significatifs aussi bien du niveau d'exigence de la scolarité que de la fragilité de certaines motivations. Mais une fois l'écueil scolaire franchi, le fait que cette promotion ait fourni pas moins de 4 recrues à l'inspection des services administratifs de la marine, tel était alors le nom du contrôle, semble révélateur de son haut niveau d'ensemble. La guerre de 1870 les trouva dans les ports et pour quelques-uns, embarqués.
Ils furent peu nombreux ceux qui, à l'image de Mallard, officier d'administration de la corvette cuirassée Montcalm, connurent la satisfaction de courir après les 3 mâts allemands. Mais la capture de l'Union, le 16 août, une des 75 prises que la marine française fit en haute mer durant cette guerre, ne pouvait changer l'issue d'un conflit qui se jouait aux frontières. Et de fait, ce fut surtout à terre qu'on employa les jeunes commissaires de cette première promotion. Delacroze, le premier, rejoignit les services administratifs de la division d'infanterie de marine qu'on avait songé à envoyer en Baltique pour débarquer sur la côte allemande, mais que les premiers désastres en Alsace firent diriger vers l'armée qui se rassemblait au camp de Châlons. Alors que les états-majors se désintéressaient du soutien logistique d'une bataille, un historien écrivit plus tard, nos commissaires de la marine se débrouillèrent au mieux. Leurs efforts pour assurer régulièrement le vivre des troupes furent prodigieux, mais ce fut le plus souvent, hélas, en faisant appel à ce qu'ils avaient retenu de leur cours sur les réquisitions. 15 jours plus tard, décimée à Bazeilles, la division bleue rendit les armes à Sedan. L'aventure n'avait pas duré 3 semaines, et Delacroze la paya par 7 mois de captivité en Allemagne. Dans le même temps, la maîtrise de la mer étant acquise, la marine avait désarmé une bonne trentaine de ses unités et après avoir envoyé 10 000 de ses marins dans les forts de Paris, formé une dizaine de bataillons de marche pour les armées levées en province par la République. On vit aussi des amiraux commander corps d'armée et divisions, tandis que nombre de commissaires allaient épauler les intendants militaires. Parmi les 23 officiers que Guichon de Grandpont accepta ainsi de détacher, dont un fut grièvement blessé et d'autres faits prisonniers, figuraient 2 anciens de la promotion 1864. Merlan qui se signala à l'armée de la Loire autant comme chef de section que comme intendant et du corps qui connut avec l'armée de l'Est les misères d'une campagne en plein hiver et l'internement en Suisse. Avec la paix, ils coururent d'autres aventures. Raymond Floch, commissaire de la division navale des côtes orientales d'Afrique, décédé à Aden le 5 juillet 1873 à bord de la Chlorinde, fut peut-être le premier ancien élève à mourir en service. Tola, sur la surveillante et Augier, sur le croiseur la Galicionnière, vécurent les prises de Tabarka, Sfax et Gabès, lors de la campagne de Tunisie, première expédition coloniale de grande ampleur conduite par la Troisième République, 2 ans avant que Ducor ne s'illustre au Tonkin. Un parmi les autres, Paul Ducor, l'épée au poing aux côtés du commandant Rivière. C'est en 1882 que Paul Ducor était parti comme commissaire de la division navale de Cochinchine, une poussière de petits bateaux commandés par un officier connu sur les boulevards pour ses romans et pièces à succès, le capitaine de vaisseau Rivière. C'était au temps où la France s'engageait sans cesse davantage dans la protection de ses intérêts et de ses missionnaires vivant au Tonkin, alors que la Chine et les pavillons noirs, à la fois soldats irréguliers et pirates, se faisaient chaque jour plus menaçants. Dans ce jeu-là, Rivière montra qu'il était un homme d'audace et s'empara de la citadelle d'Hanoï le 25 avril 1883. Mais l'évidence fut bientôt qu'après Hanoï, il faudrait tenir la brousse. Le 19 mai, il tenta de donner un peu d'air à sa petite garnison en organisant une sortie. À ses côtés marchait Ducor. Ce fut en arrivant au lieu-dit du pont de papier que les Français tombèrent dans l'embuscade. Sous une grêle de balles, soldats et marins commencèrent à plier. Atteint à la cheville, Ducor parvint avec un peu de vase à étancher la plaie. Puis, alors qu'il traînait sur le bord du chemin le corps d'un aspirant tombé à ses côtés, il vit Rivière chanceler. Une nouvelle balle broya sa main, lorsqu'il voulut se porter vers le commandant et sous le coup tomba évanoui. Contrairement à nombre d'autres, contrairement à Rivière, il put être ramené par les hommes qui se repliaient sur Hanoï et échapper ainsi au sort de tous ceux dont les corps avaient été abandonnés. La colonne déplorait plus de 30 tués et disparus, sans compter des dizaines de blessés. Dans un récit paru quelques années après, le lieutenant de vaisseau Duboc, un des héros de la conquête, relata ce qui suivit le combat. Ce brave Ducor, n'ayant pas voulu se laisser endormir, souffrait le martyre. Il fallut désarticuler l'index jusqu'au poignet. Cela dura un bon quart d'heure. À la suite de cette aventure, sa carrière reprit un cours normal. Séjour dans les quartiers d'inscription maritime, près de Bordeaux et à Rochefort, nouveaux embarquements sur le croiseur Aréthuse en Atlantique Sud et à l'escadre de la Méditerranée, affectation dans les préfectures maritimes et les détails des ports. Après 44 années de service,
Ducor sacrifia finalement tout espoir de promotion à ses convictions religieuses quand on lui demanda de renoncer aux responsabilités qu'il exerçait au sein de sa paroisse. Il quitta la marine, avec 5 galons sur les manches. Par la suite, son fils Joseph embrassa la même carrière en entrant au cours d'administration en 1894. 1867. Éphéméride 1867. 1867 serait marqué par le départ du ministre Chasseloup Lobat qui, après un septennat à la tête de la marine, céderait la place à l'amiral Charles Rigaud de Genouilly, le 20 janvier. À ce dernier il reviendrait d'organiser le retour du corps expéditionnaire du Mexique où, durant 6 années, la marine s'était dépensée sans compter, assurant les transports, défendant les villes, en pure perte finalement. Chronique du cours. Après la vague de la promotion 1864, on ne trouve pas trace de promotion 1865 et 1866 dans les annuaires, à l'exception du recrutement d'un commis bachelier, Charles Neveu, nommé à l'emploi d'élève commissaire le 4 décembre 1866 pour prendre rang avec la promotion 1864. Appelé à une brillante carrière, nous le retrouverons par la suite, compte tenu du rôle essentiel qu'il sera appelé à jouer dans la vie du cours. Celui-ci reprit donc son activité en 1867 en accueillant 11 élèves, dont 7 partirent à Toulon pour éviter de surcharger les seuls détails de Brest. Et main disparue, les élèves de Brest furent confiés au commissaire adjoint Delabigne-Villeneuve et ceux de Toulon au commissaire Lancelin. Il était également prévu que les polytechniciens et enseignes de vaisseaux récemment nommés aides-commissaires seraient tenus d'assister aux leçons qui seraient dispensées dans chacun de ces 2 ports. Les cours ouvrirent le 1er octobre. Le rythme scolaire était des plus légers. Il se réduisait à 3 heures de leçons par semaine, à Toulon, le lundi, le mardi et le vendredi, de 14h à 15h, dans la salle du tribunal maritime commercial, laissant aux élèves suffisamment de loisirs pour profiter de leurs 1200 francs de solde annuel. Chronique de la promotion. Sur les 11 élèves, 2 démissionnèrent assez rapidement. Saint-Père dès 1874 et Blanc en 1879. Sénès, passé au cadre des colonies, quitta le service en 1888 en raison, selon la formule consacrée, des infirmités incurables contractées en campagne. Parmi les autres, Robiou fut plus tard le plus ancien des commissaires issus du cours à opter pour le corps des administrateurs de l'inscription maritime, lorsque celui-ci fut créé en 1902. Enfin, il y eut Dubar. Un parmi les autres, Maurice Dubar, la plume en main. Maurice Dubar était bourguignon et avait fait son droit à Dijon. Après la guerre de 1870, passé sur un bâtiment qui avait couru après les navires de commerce ennemis, il était parti pour l'Extrême-Orient sur le Decret. Témoin de l'épopée de Francis Garnier qui, 10 ans avant Rivière, s'était emparé avec une poignée d'hommes de la citadelle de Hanoï, il avait vu les rangs du corps de débarquement du petit croiseur s'éclaircir sous les balles ennemies et naviguer entre Chine, Indochine et Japon plus de 2 années durant. Lorsqu'il rentra en France, le Japon était à la mode. Ayant excursionné là où les touristes commençaient à excursionner, l'aide-commissaire avait su tirer de ses observations un récit pittoresque, combiné avec une vague intrigue romanesque. Recherchant les traces du Japon chevaleresque d'autrefois dans les rencontres que le hasard lui avait ménagées, ne résistant pas à des lieux communs et à quelques grivoiseries, Dubar n'avait d'autre ambition que de s'adresser à un public moyen. Le manuscrit intéressa Plomb, qui le publia en 1879 sous le titre Le Japon pittoresque. Ce fut le début d'une honnête carrière littéraire qui se prolongea jusqu'à la mort de l'intéressé, en 1928. Passé en 1881 à l'inspection des services administratifs de la marine, il ne cessa plus d'écrire. En 1886, à l'occasion de la parution de son roman Deux petites sauvages, la revue maritime et coloniale n'hésita pas à tracer un parallèle entre Pierre Loti et lui. L'expédition du Tonkin n'a pas seulement fourni à nos marins et à nos soldats l'occasion de déployer leur courage, elle aura aussi suscité ou plutôt ressuscité toute une école littéraire qu'on pourrait appeler l'école exotique, qui s'attache surtout à la peinture des sensations que font éprouver à l'Européen l'éblouissant spectacle de la nature dans les régions intertropicales. Déjà Pierre Loti nous avait dit la molle langueur,
l'insouciance charmante qui s'empare d'un aspirant nouvellement débarqué sur les rives de Tahiti, si. Maurice Dubar est bien quant au talent, cousin germain de Pierre Loti et son héroïne, la petite sauvage Tibaïtran est bien de la même famille que l'ingénue petite flirteuse de Bora Bora du mariage de Loti. Même sensibilité pénétrante, même délicatesse de touche pour peindre les mœurs les plus doux qui fleurissent au pays du soleil. Le propre du charme est d'être indicible et indéfinissable. Aussi, est-ce vainement que nous essayerions d'exprimer celui que fait éprouver la lecture de la nouvelle de M. Dubar. On sent que M. Dubar a vu le pays dont il donne une peinture qui fait illusion. Évoquant le livre d'un autre marin, la revue maritime et coloniale concluait « En résumé, voilà deux œuvres qui font honneur non seulement à leurs auteurs, mais encore à la marine. Tous deux appartiennent en effet à la marine, et ce n'est pas un des traits les moins remarquables de la distinction de ce grand corps, de posséder des hommes qui, comme les Loti et les Rivières, sans rien dérober aux devoirs de leur tâche professionnelle, savent utiliser leurs loisirs à des œuvres d'imagination reposant. 1868. Éphéméride 1868. 1868 verrait un bel hommage rendu au commissaire, avec l'attribution du nom du commissaire général Pierre-Louis Boursin à un aviso, en construction à Rochefort. L'homme avait été une des grandes figures de l'administration de la marine sous l'Empire et la Restauration. Parti en 1794, à 13 ans, du dernier degré de la hiérarchie, novice timonier sur les vaisseaux de la République, puis continuellement embarqué jusqu'en 1810, il siégeait 35 ans après au Conseil de l'Amirauté, dirigeait les affaires et emportait tout le poids. Conseiller d'État, il avait été un des artisans de la renaissance d'une marine après l'Empire, le sauveur de la caisse des Invalides. Ses titres étaient immenses, l'honneur qui lui était fait légitime. Chronique de la promotion. Les 12 élèves recrutés furent cette fois encore répartis entre Toulon 5 et Brest 7. De cette petite phalange, le souvenir s'est effacé. Mais, si personne ne lit plus le voyage en Nouvelle-Calédonie et Tahiti que Charles Blin, cédant à la même tentation que Dubar, ramena de sa campagne sur la Vire entre 1873 et 1876, c'est à une nouvelle de Maupassant qu'un de ses camarades doit aujourd'hui d'être tiré de l'oubli. Un parmi les autres, les rencontres littéraires d'Henri Sainte-Claire Deville. Des années qu'Henri Sainte-Claire Deville avait passé au poste d'adjoint du bureau des approvisionnements généraux du ministère, l'histoire, même la petite, aurait dû ne rien retenir. Rien. Sauf, peut-être, la présence dans ce même bureau de 1874 à 1878, d'un commis surnuméraire nommé Guy de Maupassant. Celui-ci avait été recommandé, et travaillait convenablement. Il n'avait alors pas encore écrit grand-chose, mais trouvait rue Royale un champ d'observation inépuisable sur un monde qu'il décrirait dans quelques-unes de ses nouvelles. C'était l'univers des petits employés passant leur grise existence dans de petits bureaux sombres tapissés de carton vert, traitant les dépêches des 5 ports. Toulon, fourniture de gamelles d'officiers pour le Richelieu, Lorient, scaphandre pour le Dessay, Brest, essai sur les toiles à voile de provenance anglaise. Maupassant, simple commis, s'ennuyait mais plus que tout s'exaspérait de l'ambiance du ministère, de sa stricte discipline et de ses chefs, les commissaires qui prennent au sérieux leurs galons pour nous traiter comme des gabiers. Au printemps, Sainte-Claire Deville paraît pourtant avoir été épargnée. Ainsi, M. Pradel de Lamaze, historien de la rue Royale qui s'efforça de mettre un nom sur les personnages du romancier, estimait que c'est sans doute à Le Sable, le fonctionnaire ponctuel de l'héritage, qu'il fallait assimiler SD, c'est-à-dire Sainte-Claire Deville. La cible des flèches de Maupassant, Torcheboeuf, le chef de bureau, lui paraissait plutôt être le commissaire Luineau, dont la carrière se fit tout entière à Paris, à l'opposé de celle de Sainte-Claire Deville. Pour ce dernier, il y avait eu tout d'abord la guerre faite en mer sur l'Amelin avec 5 navires de commerce ennemis pris en un peu plus d'un mois. Après son affectation parisienne, il y aurait encore le Tonquin en 1887 et 10 ans plus tard, le poste de commissaire de l'escadre de la Méditerranée. À lire son rapport, net et précis, sur les conditions du ravitaillement de la force navale, un imposant registre manuscrit que l'école du commissariat détient encore, l'on comprend pourquoi son rédacteur fut choisi en 1900 pour diriger les services administratifs du corps expéditionnaire, dépêché avec ceux de plusieurs autres nations,
à l'assaut de Pékin livré à la révolte des Boxers. Durant cette campagne, qui vit pour la dernière fois un commissaire de la marine en charge du soutien des troupes de marine, bientôt renommées troupes coloniales, Sainte-Claire-de-Ville eut aussi à travailler avec l'état-major de l'escadre d'Extrême-Orient, au sein duquel évoluait un capitaine de frégate par ailleurs académicien. Il s'agissait de Julien Viaud, alias Pierre Loti, beaucoup plus porté à narrer ses impressions qu'à décrire les opérations. Dans son ultime affectation comme commissaire général à Cherbourg, dans la Normandie de Maupassant, ou plus tard dans sa retraite, Sainte-Claire-de-Ville eut peut-être la curiosité de lire les deux grands écrivains que les hasards de sa carrière lui avaient ainsi donné de rencontrer. Or une sombre désespérance, leurs œuvres ne se ressemblent guère. Si Maupassant avait pesté contre les commissaires, Loti n'avait pas été très disert sur les officiers, ses camarades, préférant même aller chercher dans la Royal Navy le héros d'un roman. Mais il y avait au moins un objet sur lequel leur sensibilité s'était accordée: le spectacle offert par les grands navires de guerre. Maupassant n'a finalement parlé qu'une seule fois de ces vaisseaux, dont il avait traité les dépêches durant 4 ans. À la barre de son voilier Bel-Ami, il les avait découverts à Golfe-Rouen, impressionné par ce qui couve de destruction et de mort dans ses flancs effroyables. À l'autre bout de la planète, dans le golfe du Petchili, Loti, lui, avait parlé de ces maisons d'acier qui sont des temples de la mort. Le Golfe-Rouen, le Petchili, c'était là 2 mouillages que Sainte-Claire-de-Ville avait lui-même fréquentés. 1869. Éphéméride 1869. Cette année encore, les 5 licenciés en droit nommés à l'emploi d'élèves commissaires devaient être répartis à l'automne entre Toulon et Brest, où chacun de ces 2 groupes serait bientôt témoin de 2 événements. Pour les 3 Toulonnais, ce fut en novembre l'appareillage de l'Aigle, le yacht de Napoléon III, avec l'impératrice partant inaugurer le canal de Suez. C'était l'aboutissement de l'œuvre du Français Ferdinand de Lesseps, et un nouveau regard sur une planète dont les distances commençaient ainsi se rétrécir. Mais par une sorte de coïncidence, leurs camarades brestois entendraient le mois suivant le canon de détresse d'un navire se brisant une nuit de tempête. C'était la corvette à roues Gorgone qui se fracassait sur les pierres noires à l'entrée de la rade, tandis que l'on dansait à la préfecture maritime, démontrant à tous que les dangers les plus grands n'avaient rien à voir avec l'éloignement. Chronique de la promotion. Normalement, la scolarité des élèves, prévue pour ne durer qu'1 an, comme cela était la règle pour les licenciés en droit, aurait dû s'achever à l'automne par un concours d'accès au grade d'aide-commissaire. Mais la règle se heurta à la guerre qui contraignit à différer le concours. Alors que faire? Ces jeunes gens qui n'étaient point officiers, même pas aspirants, ne pouvaient être recrutés s'ils voulaient se battre qu'en qualité d'hommes du rang. Et encore n'étaient-ils pas tout à fait sûrs qu'ils puissent le faire, puisqu'ils étaient quand même déjà liés à la marine. Ceux de Toulon restèrent à travailler à l'arsenal, mais ceux de Brest, imitant nombre de commissaires du port qui partaient aux armées, coururent s'engager. Philippe Cave, au 1er bataillon du régiment de mobilisés de Brest, qui rejoignait l'armée de Bretagne en cours de concentration, et Henri-Émile Doigt, au 3e bataillon de marche de marins. Un parmi les autres, Henri-Émile Doigt, qui fut à la fois élève et combattant. Comme son père l'écrivit plus tard au ministre, Henri crut qu'il était de son honneur et de son devoir de solliciter de M. l'amiral Reynaud, préfet maritime, l'autorisation de s'engager comme apprenti marin volontaire dans un des bataillons destinés à faire partie de l'armée de la Loire. Ce bataillon, formé à Brest, était un des 4 bataillons de fusiliers marins destinés au 21e corps d'armée. Après un mois passé à rassembler les hommes venus des dépôts, des bâtiments des armées et des quartiers de l'inscription maritime, le temps d'exécuter quelques tirs et exercices, puis de percevoir gamelles, bidons et souliers cloutés, les marins du 3e bataillon s'étaient ainsi retrouvés sur le front, dans une brigade d'infanterie commandée par un capitaine de frégate, du Temple, au sein d'un corps d'armée confié à un vice-amiral, Jaurès. Fait notable, la marine, soucieuse d'établir l'uniformité désirable dans l'administration des milliers de marins qu'elle avait expédiés dans les forts de la capitale ou dans les armées de province, avait non seulement veillé à ce qu'ils soient convenablement équipés mais s'était attachée à régler dans le détail les dispositions qui leur étaient applicables. Sous la surveillance d'un sous-commissaire, chaque port avait ainsi ouvert un rôle d'équipage pour les bataillons qu'il mettait sur pied,
la foudroyante annexe pour ceux de Cherbourg, la provençale annexe pour les Toulonnais, la Bretagne annexe pour les Brestois, et un aide-commissaire trésorier leur avait été affecté. Telle était la fonction de Joachim Merlan, ancien élève de la promotion 1864, auquel il était revenu d'accueillir en octobre l'apprenti marin Fourier et Midois. Ce fut une rude campagne, faite de fatigue et de privation. Et Midois y laissa sa santé, et sans doute n'en serait-il pas revenu si le ministère n'avait décidé de régulariser sa situation. Un décret du 19 janvier 1871 le promut aide-commissaire à titre provisoire, et l'obligea à regagner Brest en février pour y achever sa formation, afin de subir l'examen définitif avec ses 4 camarades du recrutement de 1869. De cette ultime compétition Midois sortit major, mais sa santé était ébranlée. Affaibli, souffrant d'une bronchite chronique, il obtint 2 congés, le premier en mars pour 2 mois avec à titre exceptionnel, la solde pleine et le second, en mai. Il demanda à être affecté à Toulon, pour pouvoir se rétablir au soleil de la Méditerranée. On l'envoya à Lorient. À l'été 1872, il gagna Paris. Mais ce fut pour y mourir auprès de ses parents, le 8 août, à l'âge de 25 ans. Les Pluvieuses, 1871 à 1874. Les Pluvieuses, 1871 à 1874. Rien de neuf au ministère? Si, une grande nouvelle, encore un ferblantier nommé sous-chef. Elle devint très sérieuse. À quel bureau? Au bureau des achats extérieurs. Elle se fâchait. À la place de Ramon, alors juste celle que je voulais pour toi, elle devint rageuse. C'est fini, vois-tu, cette boîte-là, rien à faire là-dedans maintenant. Et comment s'appelle-t-il, ton commissaire? Bonasso. Elle prit l'annuaire de la marine, qu'elle avait toujours sous la main et chercha. Bonasso Toulon, né en 1851, élève commissaire en 1871, sous-commissaire en 1875. A-t-il navigué celui-là? Guy de Maupassant, en famille, la maison Tellier, 1881. Né sous l'Empire, le cours ne vit pas son existence remise en cause par la nouvelle administration de la marine qui voulut toutefois modifier son mode de recrutement, allonger sa scolarité et le fixer dans le seul port de Brest. Pour le reste, si le besoin demeurait de disposer d'officiers formés à l'administration des arsenaux, des quartiers, des colonies et des vaisseaux, la difficulté restait d'organiser une formation couvrant un champ d'emploi aussi divers et à maint égard sans grand rapport entre eux. À quoi préparait le cours? Les textes de 1863 lui avaient fixé pour objectif de préparer les élèves au concours d'aide-commissaire. Ceci était clair. Mais il était également de tradition que le premier poste d'un jeune aide-commissaire était d'embarquer comme officier d'administration, d'une unité de moyenne importance, un stationnaire dans un port ou le plus souvent, un désaviso transport naviguant outre-mer, loin des escadres de métropole. Et là, une fois à bord, le rôle qui lui était assigné ne correspondait pas, loin s'en faut, à toutes les matières qu'il avait dû assimiler durant sa scolarité. 2 ouvrages ont parlé de cette fonction, celui de Saïb, édité en 1880, celui de Maurice Loire, paru en 1893. Le commissaire, écrivait Maurice Loire, est à la fois administrateur, trésorier et officier de l'état civil. Il doit surveiller la comptabilité du commis aux vivres et du magasinier, et dans le but de contrôler ses agents, il tient en double leurs écritures. Il dresse les états de solde, il touche les mandats pour les paiements généraux et verse aux capitaines des compagnies les sommes qui reviennent à leurs hommes. Il tient à jour le rôle d'équipage, sorte de grand livre qui établit les droits de chacun à la solde et aux avantages de l'embarquement. Il consigne dans ce fameux rôle toutes les mutations qui surviennent, et échange une correspondance active avec les bureaux du port d'armement où se tient un double de sa propre comptabilité. En pays étranger, il traite avec les fournisseurs pour les marchés que passe le conseil d'administration, dont il fait partie avec le commandant et le second. Il dresse les actes de naissance et de décès, aux besoins de mariage. Il est même notaire, car il peut recevoir un testament. Il est secrétaire des conseils d'avancement, puis greffier des conseils de justice ou des conseils de guerre qui se réunissent à bord. Les occupations du commissaire ne cessent pas avec le désarmement du navire.
Tout au contraire, elle redouble à ce moment, car il doit rendre des comptes complets, apurer toutes les écritures faites au jour le jour. Aussi, quand tout le monde débarque, le commissaire ne prend pas congé du navire, il y reste attaché un mois encore et l'infortuné se débat sous une avalanche compacte de chiffres, de notes et de pièces administratives, au milieu de ses carnets, de ses registres, de ses relevés d'oration, de ses actes, de ses procès-verbaux. Le cours, s'il préparait ses élèves à cette imposante énumération de devoirs et d'obligations, ne cherchait cependant pas à en faire autre chose que des administrateurs maîtrisant parfaitement les règlements. Leur formation pratique, qui se réduisait aux stages dans les détails, ne comprenait aucun apprentissage de l'exercice de leurs fonctions à bord. Formation de l'officier et formation maritime étaient ignorées. 1871. Éphéméride 1871. La guerre franco-allemande courait vers sa fin, lorsque le vice-amiral Fourrichon, successeur de Rigaud de Genouilly à la chute de l'Empire, avait laissé la place au vice-amiral Pothuau, le 19 février. Ainsi débuterait une interminable succession d'officiers généraux de la marine au fauteuil de Colbert. Responsables éphémères, ce qu'on ne pouvait leur reprocher compte tenu de l'instabilité des gouvernements, ces techniciens ne sauraient pas remédier à l'anarchie des idées, corriger les faiblesses de l'administration centrale de la rue Royale et souvent par manque de lien avec le milieu parlementaire, emporter l'adhésion des chambres sur les questions intéressant la marine. En attendant, la paix bientôt revenue, les cours allaient pouvoir reprendre. Chronique du cours. Jusque-là recrutés au choix, les candidats issus de l'université durent se soumettre à un concours dont les épreuves s'inspirèrent de celles prévues pour les bacheliers, avec une dissertation française, coefficient 10, des questions d'arithmétique et de géométrie portant sur le mesurage des solides et liquides, coefficient 6, et des notions essentielles de droit privé et de droit public, coefficient 4. Cette réforme fut également accompagnée par la décision de faire passer leur scolarité à 2 ans, a priori moins pour augmenter leur savoir. Le programme continuant à ne comporter que 3 heures de leçons hebdomadaires et les stages dans les détails, que pour les faire mûrir encore un peu avant les épreuves de la vie embarquée. C'était ignoré, au moins cette année-là, que certains de ces jeunes gens avaient déjà mouru dans les combats des mois précédents. Chronique de la promotion. La principale caractéristique de cette promotion fut en effet que quelques-uns de ces 12 jeunes lauréats avaient fait le coup de feu contre les Prussiens. Il en était ainsi de Louis Douanel. Fils d'un capitaine au long cours et d'une mère argentine, il étudiait le droit à Rennes et préparait à la campagne sa licence romaine, lorsque dans le train qui le ramenait en ville, il avait appris les premiers désastres de l'armée française en Alsace. Le 7 août, au milieu de centaines de jeunes gens enflammés, portés par un élan patriotique, il était allé manifester devant la préfecture pour demander à s'enrôler. Informée, l'impératrice avait autorisé ses volontaires à s'engager dans le 4e corps d'armée, qui avait subi de lourdes pertes dans l'Est. Parti pour rejoindre le 5e bataillon de chasseurs à pied, Douanel s'était ainsi retrouvé dans les Ardennes où un autre corps d'armée, le 13e, était en formation pour gagner la capitale désormais menacée d'encerclement. Finalement capturé dans les environs de Créteil, le 10 septembre, libéré en avril, après une captivité passée à Mayence, il rentra à temps pour se présenter au concours et retrouver quelques autres jeunes anciens combattants au rang desquels figurait Albert Denise. Un parmi les autres, Albert Denise, d'une garde nationale à l'autre. Albert Denise aurait en effet bien pu devenir élève commissaire dès 1870, s'il n'y avait eu cette guerre. En mars, il avait déjà écrit au ministre pour solliciter d'être recruté et avait envoyé les pièces nécessaires, son diplôme de licence, son certificat de bonne santé, etc. Il attendait la réponse, lorsque les hostilités avaient éclaté. En 2 mois, le sort du Second Empire fut réglé et la République essaya de poursuivre la lutte en recourant en particulier à la garde nationale mobile, héritage du précédent régime. Dès 1868, dans chaque département, Napoléon III avait en effet voulu établir cette sorte de conscription. Mais si, aux côtés des professionnels des armes, vétérans de Crimée, d'Italie et du Mexique, ces mobiles, pauvrement équipés et peu entraînés, ne pouvaient faire que pâle figure, la République allait être bien heureuse de les envoyer au combat après la déroute des superbes régiments de métier à Sedan et à Metz.
Albert Denys s'était ainsi retrouvé à l'armée de la Loire, au 6e bataillon d'Ille-et-Vilaine, au sein duquel, d'abord comme simple soldat, puis comme sergent-major, il avait connu les combats et les marches incessantes, le froid et la faim. De quoi forger un homme ou ébranler sa santé. Quand il revint de cette épreuve, il passa son concours et après le cours, rejoignit enfin sa première affectation sur l'aviso Renard. Il apprit alors qu'il appartenait à une autre garde nationale. Très vite en effet, la réunion sur les bâtiments du mécanicien, du médecin et du commissaire avait suscité de la part des autres officiers, cette appellation qui était une manière de les considérer comme des auxiliaires et qui se perpétua suffisamment pour que Maurice Loire en fasse encore état, un quart de siècle après l'année terrible. Rappelant la lutte de la plume et de l'épée qui avait déchiré la marine française de l'Ancien Régime, l'auteur ajoutait « Rien ne subsiste plus de cette morgue fâcheuse qui faisait la position si pénible, si humiliante aux administrateurs. Le corps de l'épée est sans doute toujours flatté d'être par excellence le corps combattant, mais il a la générosité de ne point le faire sentir à ceux qui vivent avec lui dans l'étroite et constante promiscuité du bord. Il les traite en égal, mieux que cela en camarades. Il est vrai qu'au combat, la place du commissaire n'était ni sur le pont, ni en passerelle, mais dans les fonds du navire au passage des poudres, veillant à ce que l'envoi des gargousses et des projectiles ne se ralentisse pas. Mais en définitive, cela n'avait pas beaucoup d'importance, les risques courus étaient les mêmes. Le commissaire était là où était son bateau, et comme un romancier le fit dire à un vieux marin de Toulon, « Voyez que quand les bateaux s'en vont par le fond, les commissaires coulent comme les autres, ils ne restent pas à la surface. Moi aussi j'en ai connu, allez, c'est des braves gens. » D'ailleurs, davantage que les risques du combat, ce qui distinguait les officiers de la garde nationale, était plutôt leur non-participation au quart. Maurice Loire le disait bien assez. Sauf de rares exceptions, écrivait-il, le commissaire est maître de régler son travail à sa guise. Il se lève à l'heure qui lui plaît. Il ne connaît point l'appel intempestif du timonier. La nuit, venant prévenir pour le quart, il ignore les désagréments de la pluie reçue 4 heures durant sur une passerelle exposée à tous les vents. C'est un homme heureux. Ses collègues du carré envient plus d'une fois sa quiétude. Ainsi, amical ou ironique, condescendante ou discriminatoire, les commissaires s'accommodaient-ils d'une dénomination qui devait faire sourire ceux qui, comme Denys, avaient connu l'épreuve du feu dans une vie antérieure. Comme les autres, il s'en accommoda donc. Après le Renard, il connut d'autres carrés, à bord du Travailleur et du Redoutable, avant de disparaître prématurément, alors qu'il était administrateur du quartier du Croisic. 1872. Éphéméride 1872. Au lendemain du désastre de 1870, la marine, désormais considérée comme un luxe par M. Thiers, était entrée dans une période, qualifiée pudiquement de recueillement. Déjà, de lourdes restrictions budgétaires et l'adoption d'un programme restreint pesaient sur elle, tandis que l'effort de la nation se portait vers l'armée, appelée à faire face à l'Empire allemand devant la ligne bleue des Vosges. Chronique de la promotion. Ils furent 10 élèves commissaires à rallier Brest, parmi lesquels 2 démissionnaires dès 1877, Caplin et Mutot. Il y eut ensuite, en 1884, le départ de Louis Le Gall pour l'inspection des services administratifs de la marine, avant que 3 autres ne s'orientent en 1902 vers l'inscription maritime, Casabianca, Pénissa et Rougnon de Mestadier. Le grand acte de cette promotion fut de mettre au point une feuille, dont le titre rappelait la couleur de ces galons qui valaient aux commissaires d'être surnommés les ferblantiers, par ceux-là même qui, porteurs de galons d'or, les rangeaient aussi dans la garde nationale. 5 articles composaient le règlement de cette gazette littéraire, artistique et scientifique. A. 1. Le galon blanc est hebdomadaire. Il paraît tous les jeudis, à 6 heures du soir. Provisoirement, et tant que le journal ne sera pas tiré à plusieurs exemplaires, il sera d'abord lu à la table la plus nombreuse des élèves commissaires. Le vendredi, il sera lu à la table suivante et ainsi de suite. Puis, il sera laissé à la disposition des abonnés qui pourront le conserver pendant 15 jours pour eux tous. Au bout de ces 18 jours, il sera remis au secrétaire archiviste, qui le gardera pendant 15 jours encore durant lesquels on pourra le consulter chez lui. Au bout de ces 15 jours, les articles seront rendus à ceux de leurs auteurs qui les réclameront.
Tout article non réclamé dans les 2 mois de son insertion sera définitivement acquis aux archives du Galon Blanc. Art. 2. Le prix de l'abonnement est de 6 francs. L'abonnement court du 1er janvier et le prix doit en être versé entre les mains du secrétaire archiviste avant le 1er avril. Les sommes provenant de l'abonnement servent à l'achat des primes distribuées de temps à autre aux abonnés et, au besoin, à une réunion à la fin de l'année. Art. 4. Les articles de tout genre sont reçus au journal. Néanmoins, l'administration ne peut accepter aucun de ceux renfermant des discussions religieuses ou de politique intérieure. Elle est libre de refuser l'insertion des articles qui lui sembleraient renfermer des outrages à la morale et aux bonnes mœurs. Observation. Aucun auteur ne peut refuser à ce que son article soit lu à table, mais il peut désigner le lecteur parmi les abonnés présents. On ne peut prononcer aucune opinion sur un article tant que dure la lecture du dit article. Les articles peuvent être signés de pseudonymes, mais dans ce cas, l'auteur doit déclarer son nom au rédacteur en chef, lequel ne le dévoilera aux abonnés qu'en cas d'autorisation formelle de l'auteur. Alfred Mutot, alias Le Bourguignon, ancien étudiant en droit de la faculté de Dijon, en avait été le rédacteur en chef. Un parmi les autres, le député Alfred Mutot. Comme Denise, son ancien Alfred Mutot avait été garde mobile. Issu d'une famille qui, depuis la Révolution, n'avait cessé d'occuper des fonctions électives et des postes dans la magistrature, il faisait son droit lorsque la guerre était survenue. Nommé sous-lieutenant parmi les mobelots de la Côte d'Or, officier d'ordonnance du colonel de Grancey, il avait pris part au combat du siège de Paris, à Bagneux en octobre et à Champigny où son chef était tombé le 2 décembre. Sa conduite héroïque lui avait valu d'être proposé à 22 ans pour la Légion d'honneur. La croix lui fut remise en décembre 1872, un mois après qu'il fut devenu élève commissaire. L'idée de revêtir cet uniforme lui était peut-être venue au contact des marins qui armaient les batteries du fort de Montrouge, sous lequel son régiment avait longtemps campé. Une estime réciproque s'était alors établie entre le capitaine de vaisseau Hamet, qui commandait la garnison, et de Grancey, ancien officier de marine démissionnaire. Les mobiles, dépourvus d'instruction militaire mais pleins de bonne volonté, savaient pouvoir compter sur l'appui des pièces de marine et les matelots étaient témoins de la vaillance de ces soldats improvisés qui s'aguerrissaient de combat en combat. Mutot, qui avait ainsi pu apprécier la discipline de ceux qui vivaient dans leur fort comme à bord des vaisseaux, avait sans doute trouvé la marine suffisamment séduisante pour former le projet de la rejoindre. À l'instar de Denise, sa carrière n'y fut pas bien longue. Elle se résuma en fait à une unique affectation embarquée sur l'Aviso Diamant, 27 mois en Atlantique Sud, marquée par l'affaire de Landano, où il fallut réprimer les agissements d'un chef indigène du bassin du Congo qui menaçait une mission catholique et des factoreries. Sa santé ayant été ébranlée par cette longue campagne et privée de la possibilité d'obtenir un congé sans solde, une disposition alors réservée aux seuls officiers de marine et du génie maritime, Mutot remit sa démission en février 1878. Le commissariat vit partir à regret cet officier d'éducation parfaite, homme d'esprit, assidu au travail, parlant l'espagnol, l'anglais et l'italien. Celui-ci commença alors une carrière publique particulièrement active, marquée par la publication de multiples articles, études, romans et récits. Conseiller général de la Côte d'Or en 1895, il fut élu député dans une des circonscriptions du département en 1898, mandat qu'il conserva jusqu'en 1914, sous 4 législatures. Impliqué dans toutes les réflexions portant sur les questions relatives à l'enseignement et à l'assistance publique, il fut constamment présent à la commission de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.